Bonjour à tous, merci de regarder François. Mercredi 22 mars dernier, 7 personnes ont été interpellées par la DGSI, les services de renseignement français. Parmi eux, 2 personnes que nous avons reçues plusieurs fois sur François, dont l'avocate Virginie Dero-Jorecchia, mais aussi Sylvain Baron, gilet jaune et écrivain, que on vous avait reçu. Bonjour Sylvain. Bonjour. On vous avait reçu en juin dernier pour parler de votre livre Révolte. Aujourd'hui, donc, vous sortez de cette garde à vue et vous avez souhaité venir témoigner sur notre journal et merci de vous être déplacé. Merci de me recevoir. Que vous reproche-t-on après? Donc, vous êtes sorti au bout de 60 heures de garde à vue, pas de charge a priori, vous allez nous expliquer. On vous prêtait des liens avec alors, les médias de masse, on dit l'ultra-droite. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation? Bon, je vais déjà commencer par le point de départ. Mardi à 6 heures du matin, nous sommes réveillés, moi et ma compagne, par la porte qui tambourine et on sonne comme des dingues. Nous, on se dit qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Voilà, on s'habille en vitesse, on ouvre. Et là, 5 personnes débarquent et me repoussent en arrière, me menottent, me signifient monsieur, nous sommes la DGSI. Nous vous mettons en garde à vue dès maintenant pour, dans le cadre d'une commission rogatoire sur une association de malfaiteurs dans le cadre d'une organisation terroriste. Bon, ça fait un peu beaucoup à digérer. C'est ce qu'on a vu sur les autres médias. On dit association de malfaiteurs, les liens avec Rémi Daillé, donc pour rappeler, c'était quelqu'un qui avait appelé à l'insurrection. Voilà. Alors, pour être cash, pour être très rapide, est-ce que vous avez des liens avec Rémi Daillé? Aucun. Donc c'est ce que je vais expliquer plus tard dans les bureaux de la DGSI durant 60 heures où on va avoir beaucoup d'auditions. Le but du jeu, en fait, c'est qu'ils ont arrêté cette personne, mais il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont dans leur enquête. 14 personnes voilà, en tout et puis dans moi, le l'enquête. nombre de visages qui m'ont fait défiler avec des photos, etc., pour savoir si je connaissais ces gens. En fait, il y a beaucoup de gens sur lesquels ils investiguent. Leur but à eux, c'est par rapport à des faits des faits criminels qui sont effectivement déroulés par un petit nombre de personnes qui étaient des aficionados de Rémi Daillé. Ils veulent savoir si c'est une réelle organisation terroriste structurée. Et donc, tous les gens qui étaient plus ou moins en lien, qui ont été en lien plus ou moins suivis avec cette personne ou les gens qui le suivaient, tout simplement, ils voulaient savoir si c'était réellement des gens qui étaient proactifs, qui étaient très impliqués dans des faits criminels ou pas. Donc, ils n'ont pas cherché à savoir si... En fait, le but du jeu, je pense, de cette garde à vue, c'était d'abord de couper les liens entre toutes les personnes éventuelles, qu'on ne se contacte pas si jamais on se connaissait. Donc vous, que voyez la DGSI? Vous êtes sur beaucoup de manifestations, vous avez été impliqué sur beaucoup d'actes des Gilets jaunes, vous gériez un petit live Facebook que vous entreteniez régulièrement, et voilà, vous avez sorti ce livre Révolte l'année dernière ou il y a 1 an et demi. Alors moi, en bon activiste, je fais le boulot d'activiste qui consiste à aller voir tous les réseaux de révolte de façon générale, tous les réseaux dissidents, indépendamment de leur idéologie, indépendamment même de leur méthodologie, et prendre attache, même y compris avec des gens qui ne m'apprécient pas et que je n'apprécie pas spécialement, ou je ne suis pas forcément d'accord avec eux sur beaucoup de choses, que ce soit sur le plan opérationnel ou idéologique. Il y a par exemple, je suis pas très apprécié par les antifas, ça m'empêche pas de connaître quelques antifas avec qui je discute. Et c'est pareil partout. Par rapport au réseau Daillé, donc au moment où ce type apparaît sur la toile, c'est un très bon communicant, il est très éloquent. Il a des idées subversives et parfois un peu complotistes sur certains sujets, mais en tout cas, il tape aussi dans le mille sur d'autres. Et effectivement, il y a des gens plus ou moins crédules ou plus ou moins exaltés qui vont vouloir le suivre et qui vont vouloir tenter de faire quelque chose avec lui, puisqu'il appelait à l'insurrection et il se mettait en mode sauveur, c'est moi qui vais vous chaperonner, je vais vous aiguiller, etc. On va faire une organisation, on va tout renverser. Bon, le résultat des courses, parce que moi c'est après la garde à vue que j'ai vu exactement qu'est-ce qu'il voulait faire. Ce qu'il préconisait pour renverser le gouvernement, déjà je ne sais pas comment des gens ont pu croire que ça pouvait marcher, c'était de faire péter des antennes 5G, des centres vaccinaux, et puis là où il est tombé, c'est pour une affaire d'enlèvement d'une petite Mia par rapport à une sombre histoire avec la SZ2. Enfin, c'est une histoire familiale, personnelle, qui n'est pas nature à troubler l'ordre politique, à remettre en question le régime politique, ni même faire péter une antenne 5G ou faire péter un centre vaccinal. Je ne vois pas en quoi ça peut retourner un gouvernement, comment ça peut le renverser. C'est pas du tout efficient, outre le fait que c'est complètement criminel.
Donc, il y a quelques personnes, malheureusement, qui se sont laissées avoir, qui ont malheureusement... Donc, il y a eu l'affaire Mia. Il y a eu d'autres choses, apparemment, qui font que la DGSI s'y intéresse. Et ce qu'ils voulaient savoir, c'est à quel degré chacun pouvait être impliqué, dont moi, puisque j'avais rencontré dans le cadre d'un déjeuner 10 personnes de ce réseau d'Aillé, et j'avais vu 2-3 fois une autre personne qui était aussi impliquée dans ces réseaux-là, mais absolument pas parce que je partageais des points de vue, que je voulais m'impliquer dans leur truc, mais moi parce que je cherche du monde pour faire des manifs devant les médias, et qu'il faut avoir tous les réseaux. Donc je restais dans ma logique pacifique et légaliste, et de toute façon, cette histoire prouve encore une fois qu'il ne faut surtout pas céder aux sirènes de ceux qui vous appellent à faire des actions de sabotage ou des actions illégales. Nous avons une puissance publique qui est face à nous, nous avons toute la force de l'État, toute sa technostructure, qui vous écrasera. Si vous faites quelque chose d'illégal, de toute façon, elle vous écrasera. Mais elle ne va pas seulement vous écraser, vous, et vous amener en prison, elle va aussi souiller des tas de gens qui n'ont rien à voir avec vous, mais par lesquels vous avez été vaguement en contact à un moment, ils seront entachés. Moi, je n'ai plus de matériel informatique, je n'ai plus de téléphone, tout a été perquisitionné. Ma vie privée est fouillée par la DGSI, je suis sali, puisque quand bien même nous avons une dépêche de l'AFP qui a été reproduite pratiquement dans tous les journaux mainstream, qui nous présente tous, indépendamment, sans réfléchir, sans investigation, comme étant d'ultra-droite et complotiste. Je veux dire, c'est quoi ce jugement de valeur de l'AFP ? C'est pas le boulot d'un journaliste que d'avoir des points de vue subjectifs, si on est d'ultra-droite ou pas, ça ne regarde pas, et c'est vraiment subjectif, c'est un jugement de valeur. L'AFP est censé répercuter des faits. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est que vous êtes plutôt de gauche, on peut le dire, c'est assez public, quand on voit vos écrits ou vos idées, vous êtes... tous ceux qui me connaissent savent que alors moi je me revendique ni de gauche ni de droite avec les années, parce que malheureusement ça a perdu tout son sens. Voilà. Pas seulement par rapport au parti, mais sur le côté même... D'abord, je connais l'histoire c'est quoi l'histoire de la gauche ? Son fondement, la gauche est bourgeoise. Donc c'est pas le Parti socialiste ou le Parti communiste, la gauche n'avait rien à voir avec ça au départ. Mais dans notre représentation mentale, on se dit que la gauche est plutôt sociale, écologique et plutôt à défendre les intérêts du peuple, alors que la droite, dans notre représentation mentale, c'est plutôt du côté des milieux d'entreprise et avec certains conservatismes aussi sur l'ordre moral, alors que la gauche est plus libertaire. Donc oui, effectivement, fondamentalement, j'arrive de là. Après, j'ai ma légende noire sur Internet, ou comme me disait mon avocat, Juan Branco, que je remercie énormément, ainsi que sa consoeur Louise Conto-Giannis, qui tous les deux ont assisté à toutes les auditions. Il a dit, c'est marrant, quand on tape votre nom, là, parce qu'il a pris l'affaire au vol, les 9 premiers liens, c'est pour vous salir. C'est des publications qui visent à vous salir. Donc j'ai une légende noire. Si justement on veut se rapprocher de réseaux de gauche, comment on fait quand on est sali et qu'on a une légende noire, comme quoi on serait un dangereux antisémite, un gars d'ultra-droite ou un complotiste ? Il y a une mauvaise étiquette qui traîne sur Internet. Donc moi, ça fait 10 ans que je me bouffe ça. Mes dépressions politiques, c'est la deuxième fois que je fais une garde à vue pour des raisons politiques. Là, quand même, avec des questions, la DGSI, pour des accusations de... il n'y a pas d'accusation puisque toutes les charges sont levées et que même la commission rogatoire ne m'accusait de rien. Mais dans le cas d'une affaire qui vise une affaire de terrorisme, c'est pas rien. Donc, c'est quand même très salissant. Oui, pour rappel, pour la DGSI, quand la DGSI arrive chez les gens, c'est autre chose. Déjà, s'il y a un mandat d'arrêt de la police, c'est quelque chose. La DGSI, qui sont les services de renseignement français, voilà, c'est pas la brigade de gendarmerie locale ou le bureau de police local. Et ça peut, donc qui est déjà impressionnant si on vient vous arrêter. Mais là, ça va jusqu'à 96 heures de garde à vue possible. C'est ça. Ils vous ont gardé 60 heures alors qu'il n'y avait pas de charge à la fin. Il n'y avait aucune charge qui a été retenue contre moi. Et vous me disiez à la fin, vous étiez prêt à parler. Ah, oui. En fait, ils m'ont convoqué, et j'ai déjà eu plusieurs convocations d'audition libre pour d'autres affaires, j'ai toujours répondu. S'ils ont investigué réellement depuis 1 an, depuis ces faits-là, sur les personnes, donc par exemple cette avocate ou moi-même, ou bien d'autres personnes dont on ne parlera malheureusement pas parce qu'ils n'ont pas, comme nous, un tout petit peu de notoriété, donc de réseau de solidarité pour surveiller ce qui se passe. D'ailleurs, j'affirme qu'il reste ici encore 2 personnes dans le cadre de cette enquête qui sont en garde à vue. Personne ne les connaît, personne ne sait pourquoi. Je ne sais pas quel est leur niveau d'implication et je ne juge pas, mais simplement, eux n'auront pas le droit à l'attention altermédiatique ou même des réseaux de soutien que moi j'ai pu avoir, ou l'avocate Virginie de Arrojo. Donc je demande à tous d'y faire gaffe. Mais ces gens-là, en fait, nous accusent, nous salissent, nous mettent dans des conditions de garde à vue qui sont extrêmement éprouvantes et qui sont à la limite de la torture, parce que nous avons d'abord le premier problème de la garde à vue, c'est la privation sensorielle.
Vous restez 10 minutes à ne rien faire dans une cellule, vous vous emmerdez. Vous restez plusieurs heures et pendant plusieurs jours à ne pouvoir rien faire, vous n'avez pas le droit d'avoir un bouquin, un magazine, ne serait-ce que ça pour essayer de vous distraire, essayer de penser à quelque chose, focaliser votre attention sur quelque chose. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas sortir fumer une clope à l'air libre, ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Vous ne pouvez converser avec personne, vous n'avez pas de télé, vous n'avez rien. Vous êtes enfermé pendant 60 ans. Voilà, dans une cellule qui est humide, froide, avec une couverture pourrie, un matelas pourri où vous êtes mal. Et encore une fois, le plus dur, c'est la privation sensorielle, qui est considérée à la base comme une forme de torture. Donc ça, c'est les vraies conditions. Avec toute la charge mentale, on vous dit vous êtes accusé. Alors pardon, mais parce que je dois poser des questions crues. Nous, si on a accepté de faire cette interview par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi parce que on voit bien que ça peut salir la réputation de personnes. Nous, on avait vu vos travaux avant. Personnellement, vous avez plusieurs fois, on a pu avoir des échanges sur des manifestations, on parlait de société. C'est pareil avec Virginie Darojo-Reca, l'avocate, qui a été libérée en même temps que vous, à peu près hier. On fait cette interview vendredi soir. C'est que ça peut atteindre la réputation des gens. Tout à fait. Est-ce que d'ailleurs les médias, donc Le Parisien, Libération, tous ces médias qui nous ont insultés d'ultra-complotistes et d'ultra-droite, là, est-ce que ces médias vont nous donner un droit de réponse? Est-ce que ces gens-là vont... Vous leur demandez un droit de réponse? Moi, j'aimerais bien que ces gens-là, en fait, se posent la question de savoir qui on est réellement et nous invitent à nous exprimer pour savoir quelle est notre réelle relation, déjà. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment liés? Est-ce que nous rappeler quand même qu'on a été relâchés sans aucune charge retenue contre nous? On a le droit quand même de redevenir innocent devant l'opinion publique. Donc vous demandez à l'AFP, Libération... Voilà. Déjà d'arrêter de se comporter comme des militants. Les propos de dire un tel est complotiste, un tel est d'ultra-droite, ou un tel est ceci, ou un tel est cela, tout ça c'est de la subjectivité. Ce ne sont pas des faits. Moi, quand on discutait tout à l'heure de gauche ou de droite, selon le point de vue, il y a des gens qui vont me salir, qui vont dire ce mec est de droite parce que si, parce que ça, il a dit ceci ou cela, sorti de leur contexte. C'est un point de vue. Les gens qui me connaissent mieux diront bah non, en fait, t'es de gauche, je comprends pas pourquoi. Bon, donc ça, c'est un point de vue de dire que quelqu'un est complotiste ou pas. Si vous intéressez pas à un sujet et que quelqu'un est très intéressé, pour les histoires de 5G, j'en ai rien à foutre moi personnellement. Mais il y a des gens qui sont très à fond là-dessus. Ils vont être qualifiés de complotistes, peut-être pour certains à raison parce qu'ils vont trop loin dans leur délire, et d'autres à tort parce qu'en fait ils sont extrêmêment bien renseignés sur le sujet et qu'ils essayent d'être des lanceurs d'alerte sur un sujet qui préoccupe de santé publique. Ça a été la même chose avec le Covid. Tous les ce qu'ils ont appelé les Covido-sceptiques ou les anti-vax, ou alors qu'on n'était plus anti-pass, on était des complotistes. Il y a un moment, on a envie de dire, vous vous foutez de nous, quoi. On alerte sur un problème de santé publique, sur des conflits d'intérêts, sur le fait qu'on veuille qu'on abolisse un certain nombre de libertés civiles, et vous nous qualifiez de complotistes. Non, mais c'est pas du travail sérieux. C'est pas du travail journalistique. Un journaliste peut à la rigueur émettre une opinion en fin d'article rapidement, mais au moins il donne les faits, il donne il donne à tout le monde sa chance de pouvoir s'exprimer équitablement. Là, c'est du boulot de sape. C'est pour salir et pour démoraliser aussi, je pense, de la part du gouvernement, parce que on est en pleine période électorale. Des agitateurs comme moi ou cette avocate Virginie Darojo qui était juste défenseur en fait dans des intérêts en tant qu'avocate. Parce qu'elle elle défendait Rémi Daillé, voilà. Mais dans les en tant qu'avocate. Voilà, elle n'était pas du tout impliquée. Elle a ses propres causes, notamment elle a beaucoup agi sur les questions du Covid, des libertés civiles abolies. Là, c'est vraiment son truc. Mais Rémi Daillé, elle agissait plus en tant que conseil juridique et absolument pas en tant que militante qui veut s'impliquer dans des entreprises terroristes. Elle est avocate, elle est pas con. Bon, donc ces gens-là sont juste des agitateurs comme je le suis, mais qui ne sont pas du tout dans une ligne agressive ou illégale ou criminelle, enfin que sais-je. Mais par contre, quand on leur supprime tous leurs moyens de travailler, leurs ordinateurs, leurs portables, en pleine période électorale, quand on les salit en place publique en disant, regardez, ils ont été arrêtés, et puis allez hop, on vous dit tous, on vous lâche un pâté, tous ces gens-là sont de l'ultra-droite et complotistes. Ce qui nous porte préjudice, forcément, dans notre travail. Nous, on a besoin de lancer de l'alerte, de faire notre travail d'influence, mais pour qu'on soit écouté sur notre message. On n'a pas besoin d'être sali par des gens qui nous détestent et qui sont dans les médias. Et évidemment, sur le point de vue moral, je veux dire, quand vous subissez
une arrestation de cet ordre par la DGSI et que soudain on vous mêle à une histoire sombre de terrorisme et c'est une pression morale. Vous dites ça y est, je vais me retrouver en prison. Comme on voit l'État se dégrader, l'État de droit se dégrader. On se dit pourquoi pas. Il y a déjà des innocents en prison, pourquoi je ne serais pas le prochain. Donc tout ça est fait en fait. À la fois, je dois être honnête. On m'a relâché avant la fin effective de la garde à vue. Donc les policiers et le magistrat ont fait leur travail honnêtement. Dans le sens, ils investiguent, ils font ce qu'ils ont à faire et ils savent bien déterminer qui est réellement impliqué ou pas. Mais n'empêche que le mal est fait. Le mal est fait et qu'ils n'étaient pas obligés d'en passer par une garde à vue pour des gens qui sont connus comme nous depuis des années pour être dans un registre légal. C'était ma question tout à l'heure, pour revenir sur ce que vous nous présentiez sur cet événement. Est-ce que vous comprenez cette procédure-là? Ce que vous nous racontez, c'est que vous avez un repas, il y a 1 heure, 2 heures, où vous êtes allé rencontrer des gens comme ça, parce qu'on rencontre des gens, peu importe son activité. Et c'était il y a 14 mois, et on vous arrête pour ça aujourd'hui. Et puis évidemment, en audition, on nous demande que la DGSI puisse faire ça pour la sécurité intérieure. Non, moi je comprends tout à fait que, y compris sur des réseaux politiques qui sont idéologisés, puis ce sont des religions. Toute idéologie, qu'elle soit politique ou confessionnelle, c'est une forme de religion. Donc il y aura toujours des gens qui seront plus fanatiques que d'autres et qui peuvent être poussés à la criminalité au nom de leurs convictions idéologiques. Donc que nous ayons des services de renseignement intérieur qui font le boulot de faire une veille, tout simplement, que ce soit sur des groupements qui peuvent devenir terroristes pour des motifs strictement religieux ou politiques, c'est normal, ça ne me dérange pas et je suis moi-même le premier à collaborer à donner des informations si je sais que quelque chose d'effectivement criminel s'est passé. Mais je suis connu pour être quelqu'un qui, depuis plus de 12 ans, fait des actions strictement légales, qui appelle à la légalité de toutes nos actions parce que nous n'avons aucun rapport de force à faire valoir une puissance publique qui elle a tout. La police, la justice, les médias, ils ont tout contre nous. Nous n'avons pas de possibilité de faire des choses qui relèvent du sabotage ou de choses comme ça parce que nous sommes foutus d'avance. Donc là, ça veut dire que quand des gens suivent parce qu'ils sont trop énervés, quelques gourous qui vont leur dire allez mener des actions de sabotage ou des choses comme ça, non seulement eux, ils risquent de se retrouver en prison, si vous voulez être utile à la cause, ils le seront plus parce qu'ils sont emprisonnés. Quelqu'un qui est en prison, il peut pas être utile, ça faut être clair. Ils vont en plus entacher des tas de gens autour d'eux sans s'en rendre compte parce que dès que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a commis un acte illégal, il est logique que des enquêtes de police puissent dérouler les liens et vérifier quel était le niveau d'implication. Mais quand bien même nous on ressort sans charge, on a vécu l'épreuve d'une garde à vue dont on se serait bien passé, d'une arrestation éprouvante elle-même dont on se serait bien passé, c'est traumatisant quand même de voir des gens prêts à défoncer la porte avec des cagoules, de se dire oula, l'antiterrorisme chez moi, c'est éprouvant. Et puis surtout, on reste sali. Les gens qui vont vouloir entrer dans ce registre-là savent très bien que nos médias actuellement sont tenus par des journalistes qui eux-mêmes n'ont plus de sens éthique et déontologique par rapport à leur métier. Donc le but du jeu, si c'est se tirer une balle dans le pied, de fusiller toute la dissidence qui travaille à une réelle insurrection, mais entre guillemets en bon ordre, ils s'y prennent pas mieux. Non seulement eux-mêmes vont se retrouver avec des graves soucis de justice, mais il y a des tas de gens qui n'ont rien à voir, qui vont être entachés. Et ça fait très plaisir à ceux contre lesquels on lutte. Donc c'est pour ça que j'appelle tous les gens, encore une fois, à vous méfier de tous ceux qui vous appellent à faire des actions illégales. On peut faire une révolution, on peut renverser notre tyrannie, mais on est sans passer par les scrutins, mais on n'a pas besoin de verser dans l'illégalité. Nous avons des outils de travail qui peuvent mettre une pression monumentale, générer une crise politique majeure, sans passer par des actions illégales. Ça fait 12 ans que je le dis. Comment ça se fait que la DGSI n'était pas au courant? Pourquoi m'ont-ils mis en garde à vue alors qu'ils sont censés être les mieux renseignés sur des activistes de mon calibre? Ils avaient lu mon bouquin. Ça fait 12 ans qu'ils voient bien que je suis quelqu'un qui fait que des actions légales. Comment ça se fait? Et que je défends ce positionnement. Pourquoi faire une garde à vue? Et pareil avec une avocate. Il y a un moment, c'est vexatoire. C'est fait exprès.
Et d'abord, je voudrais juste proposé. rappeler encore une fois, il y a 2 personnes qui sont en garde à vue. Encore une fois, ils n'ont pas de réseau de solidarité. Donc, s'il Ils vous ont plaît, moins de médiatisation. voilà, je sais même pas qui sont les noms. Je ne sais pas non plus les niveaux d'implication, mais au moins que les gens gardent une vigilance pour ceux qui nous ont soutenus. Ils Je sont remercie toujours, d'ailleurs du coup, ils feront sûrement les 96 heures de garde à vue de la très DGSI. fort, très probablement. Après, je sais pas à quel moment ils sont entrés en garde à vue, mais Au moment où apparemment, on enregistre, on est vendredi soir là. voilà. Ensuite, je voudrais remercier tout simplement Juan Branco qui est venu nous défendre donc avec sa consoeur Louise Conto-Gianis qui a répondu présent dès le départ. Il y a une petite cagnotte Litchi qui a été ouverte parce qu'honnêtement, je suis trop fauché pour pouvoir régler les frais d'avocat. Ils sont pas énormes parce que Juan Branco, tel qu'il nous l'a expliqué, c'est plus par la vente de ses livres à battre l'ennemi et Crépuscule qui peut se permettre soit de faire gérer gratuitement des affaires, soit à petit prix. Donc les honoraires sont pas énormes, mais n'empêche qu'il y en a un petit peu. Si les gens pouvaient nous aider, on arrêtera la cagnotte Litchi dès qu'on sera en mesure de tout régler. J'appelle aussi à ce que les gens qui veulent vraiment se révolter, avoir des idées innovantes pour se révolter, achetez mon livre. Vous verrez qu'il y a d'autres façons de faire que pratiquer le sabotage. Et puis, la bataille continue. Le 9 avril prochain, nous sommes devant Le Monde à 13h30. Et voilà, j'invite tous les gens à venir nous rejoindre si vous en avez marre justement de ces médias qui se permettent de salir, de faire de la propagande, de pratiquer de la censure aussi. C'est par là qu'on reprendra le contrôle. Ça fait des mois et des mois que vous manifestez devant les grands sièges des médias de masse, Voilà. devant les sièges des médias de masse. Tout à fait. Et comme j'ai signifié à la DGSI, toujours régulièrement déclaré en préfecture, donc en quoi je suis quelqu'un qui va dans l'illégalité. Merci Sylvain Baron d'être venu. Merci beaucoup. À bientôt. Et vous pouvez partager cette interview sur vos réseaux et soutenir François sur françois.fr/soutien. À bientôt. Merci Sylvain. Merci.